Bonsoir. Bonsoir. Néléa, bonsoir. Comment allez-vous? Bien le bonsoir. Ça va bien? Donc voilà notre nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Un nouveau mardi, le mardi 21 mai 2024, où nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Donc l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir un petit peu de quoi il va s'agir, parce qu'en fait, nous avons mis plusieurs titres possibles pour avoir une conversation aujourd'hui. On parle, l'idée, Nathalie, bonsoir, l'idée ce serait de parler de le manque de confiance en soi, Marlène, Luciole, bien une fois de plus, je ne suis pas de garde, et vous? Et le manque de confiance en soi, le sentiment d'infériorité, la faible estime de soi et le sentiment d'imposture. Alors on les met tous dans le même sac. Et bien évidemment, Sandrine, bonsoir, on va voir qu'il s'agit de choses bien différentes les unes des autres, ou qu'on peut mettre en relation, ou qu'on peut faire une lecture un peu différente, qu'elles sont en relation avec des situations du sujet qui vont être différentes. Et c'est-à-dire que, Gabriella, bonsoir, c'est-à-dire que le manque de confiance en soi n'est pas obligatoirement en relation avec le sentiment d'infériorité. En plus, quand on parle de sentiment d'infériorité, ce n'est pas une terminologie psychanalytique. Le sentiment d'infériorité n'appartient pas, non, que le manque de confiance en soi non plus. D'ailleurs, et l'estime de soi, s'estimer soi-même. Et le sentiment d'imposture, Dorian, bonsoir, non, certains patients présentent manifestent ce sentiment d'imposture dans le travail en général qu'ils réalisent. Par exemple, Simona, Claudette, bonsoir, bienvenue à cet espace. Donc vous savez dès maintenant qu'il est possible de partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous puissions être plus nombreux. Damienne, bonsoir. Jessica, bonsoir. Avec un sourire. D'accord, très bien. Parce qu'on a tendance, pour expliquer ce genre de manifestation chez certaines personnes, on a tendance à faire référence à que si le manque de confiance en soi vient du fait que nous vivons dans une société très compétitive, où dès le départ à l'école, il y avait ceux qui le faisaient bien et ceux qui le faisaient moins bien, déjà dès la maternelle. On nous mettait des étiquettes, ou on nous donnait des images quand c'était bien fait, et on n'avait pas d'image quand c'était mal fait. Et Rach, bonsoir. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont faire cette lecture en disant, ben voilà, nous sommes victimes de la situation sociale, de la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une culture compétitive. Dès les premiers pas que nous faisons à l'école, plus que nous enseigner, on nous demande d'avoir de bonnes notes. On ne nous demande pas d'apprendre, on nous demande d'avoir de bonnes notes, c'est-à-dire de nous mettre une note. On nous met une note, on veut nous mettre une étiquette pour pouvoir dire bon élève ou mauvais élève. Dora, bonsoir. Et d'autres vont retrouver, Olivier, bonsoir, non, la question sur les parents aussi, qui vont venir juger un petit peu ce que nous faisons, que tout va dépendre un petit peu de ce qui nous est arrivé pendant l'enfance, ce que notre relation avec les parents pour ne pas perdre leur amour, tout ce qu'on a fait pour ne pas perdre leur amour. Entre autres, nous nous sommes civilisés pour ne pas perdre l'amour des parents. Donc, c'était pas une mauvaise chose.
Mais tous ces phénomènes, on va dire que tous ces phénomènes, en fait, sont assez anodins, dans le sens où nous devons, Fêti bonsoir, considérer que cette culture dans laquelle nous vivons, ben, c'est nous qui l'avons faite. C'est nous qui avons participé, Sabrina, bonsoir, non, même si nous ne sommes pas les agents responsables, mais d'une certaine façon, nous participons tous à la production de cette culture. C'est-à-dire que c'est une culture, on va voir, qui nous représente. C'est une culture qui nous représente. Et Annick, bonsoir. Et que tous les éléments, en fait, Martine, bonsoir, tous les éléments de cette culture, en plus, on peut voir qu'il y a là, disons, très nombreux que nous ne pouvons pas transformer, que nous ne transformons pas. Et c'est là où on pourrait se poser la question à savoir pourquoi il est si difficile de modifier des systèmes d'apprentissage, par exemple, qui ne sont pas modifiés et qui sont bien, en général, bien, plus que modifiés, ils sont empirés. Non, et qu'après des décennies et décennies, ben, nous sommes toujours au même point, c'est-à-dire Abidi, bonsoir. Et donc, on peut se poser la question, vu que la société elle est telle qu'elle est et que nous y participons et que nous l'avons construit, par quoi elle est déterminée, Corinne, bonsoir, non? Par quoi elle était déterminée, cette construction? Parce qu'on va voir que la construction de cette culture, en fait, elle nous représente, puisque c'est nous qui l'avons construite. Non, on ne peut pas se laver les mains en disant c'est la faute à la culture, ou c'est la faute à la société. Oui, mais elle nous représente, cette société. Elle fait, Nadia, bonsoir. Non? C'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de compétitivité, cette compétitivité, bien sûr, elle existe. Et quand est-ce qu'elle existe? Elle existe principalement chez les enfants. D'accord? La compétitivité, Fatia, bonsoir, elle existe chez les enfants. Où il existe d'un côté une compétitivité entre les frères et sœurs pour l'amour des parents. On va voir que, Valérie, bonsoir, que les enfants se disputent pour l'amour des parents, pour l'amour de la mère, pour l'amour du père, et ils se disputent, non? Ils se disputent et ils ont une certaine compétitivité pour gagner de l'importance vis-à-vis des parents. Et que la compétitivité, entre autres choses, bien évidemment, c'est se comparer aux autres. C'est-à-dire que, non, il y a les enfants qui veulent avoir plus d'amour en général, non? Plus d'amour, être celui qui est le plus regardé. Alors, on va voir que, bien évidemment, déjà quand on parle de compétitivité, bon, c'est bien pour les Jeux Olympiques, c'est bien pour les compétitions sportives, mais après pour le reste, ce n'est pas exactement quelque chose qui va être nécessaire pour la construction d'une société. Pourtant, nous l'utilisons comme si nous étions encore des enfants, d'une certaine façon. Mais si on pense la compétitivité, en fait, on voit que c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en pratique, que c'est quelque chose qui déforme cet être humain que nous sommes. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas être comparables les uns aux autres. Feriel, bonsoir. C'est-à-dire que nous sommes tellement différents les uns des autres que, en fait, nous comparer les uns aux autres, c'est comme comparer une girafe avec un lion, non? Jasmina, bonsoir. C'est-à-dire que, on va dire, ce sont des mammifères mais sinon, ils n'ont rien de comparable. Et nous sommes tous, on va dire, nous sommes tous incomparables. Et à la rigueur, ce que nous pourrions faire, si vraiment nous voulions comparer, ce serait de nous comparer à nous-mêmes. Et pas de nous comparer à nous-mêmes par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous étions à l'adolescence, sinon de nous comparer à nous-mêmes avec ce que nous étions l'année dernière, par exemple. Mais cette comparaison aussi est difficile à réaliser dans le sens où nous ne savons pas, nous avons une difficulté, l'être humain, il a cette incapacité, mais pas parce qu'il a une malformation, sinon parce qu'il a une incapacité à regarder réellement la situation ou la vie qu'il est en train de réaliser. C'est-à-dire que se comparer même avec non, ce qui se passait l'année dernière, c'est un regard qui est difficile à avoir pour pouvoir se comparer. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien faire des tests, passer des examens, comme ça, il y a
une manière d'avoir une note et de pouvoir dire, voilà, maintenant je le fais mieux, non? La compétitivité est un principe social de sélection fait par les institutions. C'est fait par les institutions, mais c'est fait par nous, Olivier. Non, c'est nous qui avons encore, bonsoir, formation médicale, c'est-à-dire que c'est nous qui avons encore, à mon avis, non, cette attitude infantile de continuer à vouloir nous comparer les uns les autres comme on le faisait dans l'enfance. Parce que c'est quelque chose, la compétitivité, qui appartient à l'enfance. C'est-à-dire que c'est un petit peu après, on va dire que, vous vous rappelez que les jeunes garçons, non, ils jouent, hein, ils se moquent les uns les autres à savoir qui a le plus grand pénis. Non. Donc, il y a cette compétitivité, mais vous voyez bien, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Il doit y arriver un moment où c'est une question qui ne doit plus intéresser le garçon, à savoir qui a, non, la plus grande bite, comme si c'était quelque chose qui avait quelque chose qui était important. Et on voit que c'est quelque chose qui est important, mais dans l'enfance. Dans l'enfance, non, le pénis, le petit zizi a son importance dans l'enfance. Et effectivement, mais après en grandissant, on voit bien que ça n'a plus, non? Et pourtant, vous voyez qu'il y a des gens qui vont maintenir cette relation avec la taille de leur pénis toute leur vie. Et pas simplement les hommes, les femmes aussi, même sans pénis. Non. C'est-à-dire que cette position de l'enfance est qui se maintient. Et qui se maintient de telle manière que même les institutions sont soutenues par cette situation, en fait, qui est une situation de comparaison, de sélection, hein, de sélection, alors que la sélection, elle devrait se faire d'une autre manière, pas en mettant des notes ni des examens, sinon en relation avec le désir de chacun. S'il y avait une société un petit peu plus civilisée, on s'occuperait du désir de chacun et non pas de ses capacités à étudier, à avoir des bonnes notes dans un système concret, non? Donc, où on devrait, bon, on n'est pas là pour critiquer le système éducatif, puisque c'est pas ça le but du jeu, c'est simplement pour vous montrer que cette société dans laquelle nous vivons, en fait, c'est une société qui montre un petit peu dans quel appareil psychique crée cette société. Et que cet appareil psychique qui crée cette société, c'est un appareil psychique, on va dire, qui est un petit peu infantile, qui n'a pas qui n'osent pas grandir peut-être, qui n'osent pas grandir. C'est pour ça qu'encore une fois, nous n'allons pas attendre que les institutions grandissent, sinon que c'est chacun d'entre nous qui va devoir faire le travail de pouvoir avoir accès à, à, à dépasser ces structures infantiles pour pouvoir arriver à l'âge adulte, Alors, donc, on disait que se positionner en tant que victime, non, quand on parle du manque de confiance en soi, ou on va dire que c'est à cause des circonstances extérieures que j'ai du mal à avoir confiance en moi, regarder la réalité extérieure n'est pas propice à mon développement. Donc, tout ça, ça ne fait pas, ça n'intéresse pas exactement la psychanalyse. Que la psychanalyse, elle sait bien, Romain bonsoir, elle nous a bien montré, que Freud nous a bien montré que tout va dépendre de notre appareil psychique, de notre position plutôt dans notre appareil psychique, parce que l'appareil psychique est le même pour tout le monde, mais chacun fait un usage de cet appareil de façon différente. Et oui, d'abord tout le monde ne va pas utiliser l'appareil, les mêmes mécanismes, ni la même énergie, donc tout ça, ça va produire un être humain différent. Donc, bonsoir. Donc, ça ne va pas dépendre que ma situation d'aujourd'hui ne va pas exactement dépendre ni de ma situation affective, ni de mes traumatismes du passé, ni de ma maman, ni de mon papa, sinon Séverine, bonsoir, de ma position dans cet appareil psychique. Nidal, non, bonsoir. C'est-à-dire cette tendance qu'a le sujet, comme on a déjà vu, qui est la tendance des névrosés, c'est-à-dire que face à une difficulté dans le monde extérieur,
non, le sujet a tendance à régresser et à revenir à une situation infantile. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'est pas arrivé à l'âge adulte. Nous sommes tous arrivés à l'âge adulte, mais il y en a qui disent « Ouh, pas question » et qui reviennent à des positions antérieures. Mais ces structures sont à l'intérieur de chacun et inconscientes, donc comment les dépasser? Exactement, Féti. Là, vous avez tout à fait raison, que ce sont des structures qui sont inconscientes, donc notre volonté n'a pas de pouvoir sur ces structures, Féti. Je suis désolée que pour avoir accès, non, à la mobilisation des forces qui sont en jeu dans l'appareil psychique, nous avons besoin de l'instrument psychanalytique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir mobiliser l'énergie, pour pouvoir mobiliser ce qui est en jeu dans l'appareil. Alors, c'est-à-dire que la psychanalyse nous enseigne que nous ne sommes pas malades à cause des phénomènes extérieurs, que nous ne sommes pas malades à cause de certains traumatismes, mais à cause de notre manière de penser, de notre manière de concevoir l'être humain, de notre manière de concevoir ce qu'on appelle le savoir, et même de concevoir la maladie. C'est-à-dire que c'est notre manière de concevoir l'humanité qui nous rend malade. C'est pas exactement un vécu spécifique. Le vécu spécifique représente ma manière de penser, en fait, ma manière d'être. Parce que je ne suis pas responsable de ce que j'ai vécu, rappelez-vous, mais je suis responsable de ce que je fais avec ce que j'ai vécu. Et c'est ça l'important. C'est-à-dire, bien sûr, que nous avons vécu des choses où, non, dans toute notre enfance, on avait très peu de pouvoir pour faire face à ce qui nous tombait dessus. D'accord. Mais après, on doit pouvoir apprendre à dire, je prends une décision et comment je réponds à ça. Là où est le ça, le moi doit advenir. Exactement. Olivier, non? Et ça, c'est le travail d'une analyse. C'est-à-dire de pouvoir gagner du terrain, on va dire gagner du terrain pour libérer un petit peu l'appareil psychique de ces conflits les plus courants. Et on va voir les conflits qui ont lieu, par exemple, quand certains sujets souffrent d'un manque de confiance en soi, un sentiment de ne pas s'estimer comme ils devraient le faire. Pourquoi? Pour pouvoir mener à bien toutes ces activités, pour mener à bien ces projets. Non, mais quand il y a un sentiment comme ça, je ne vais pas être capable, etc. Donc, Hakim, bonsoir. Donc on va voir que se psychanalyser, c'est entrer dans un autre monde en restant dans le monde, non, sans sortir du monde. Hein. Voilà pourquoi on parle d'un vrai voyage. Que le vrai voyage, c'est la psychanalyse, c'est-à-dire c'est découvrir un autre monde, une nouvelle humanité, cette nouvelle humanité qui existe en moi. Or, bien sûr, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Fatia, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre et qu'effectivement il y a un travail à faire pour construire en moi cette humanité. Parce que, Carlos, bonsoir, cette humanité, elle existe, mais je dois la construire pour moi. D'accord? Et ça, c'est le travail que chacun va devoir faire. Donc, on va commencer par voir un petit peu ce qu'on appelle, ou comment on peut faire cette lecture de ce qu'on appelle vulgairement, j'allais dire vulgairement, dans le sens où c'est pas un terme scientifique quand on parle de sentiment d'infériorité. Hein. C'est-à-dire que quand on faisait référence là au début, Sabrina, bonsoir, qui a le plus grand pénis, hein, qui l'a le plus grand. Donc, et que tous ces jeunes qui jouent et qui se moquent les uns les autres, à savoir en faisant des blagues, en disant que si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, ça veut dire qu'elle est petite, et que c'est un véritable déshonneur d'avoir une petite bite, hein, c'est-à-dire de considérer en plus, parce que hein, après, bien sûr, il y a beaucoup de pages sur Internet qui montrent quelle est la taille moyenne, qu'est-ce qui convient, et que soi-disant tout ça c'est pour les femmes. Tout ça c'est pas vrai, donc tout ça c'est une apparence. Je veux dire que la taille du pénis ne va pas résoudre la qualité, ni ne va pas améliorer la qualité des rapports sexuels. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, mais encore une fois, de la structure psychique. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui considèrent qu'ils ont
une petite bite. Il y en a d'autres qui le contraire. Mais peu importe si c'est vrai ou pas. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent et à savoir pourquoi ils ont cette idée. Hein. Et en fait, on va voir que le véritable, dans la constitution de l'enfant, vous vous rappelez, on avait déjà fait non, cette élaboration de la constitution de l'enfant, où il va devoir se former et se rendre compte qu'il existe, parce qu'au départ, la différence sexuelle n'existe pas, et que pour arriver à la différence sexuelle, c'est tout un processus, et qu'au départ, pour les enfants, pour les petits garçons, pour les petites filles, tout le monde est pareil. Que tout le monde est pareil. C'est-à-dire que la petite fille dit là bonsoir, la petite fille va considérer avec son clitoris qu'elle a aussi son petit pénis, que lui il a son petit pénis et que tout le monde est content et que tout le monde a un pénis. Même les choses inanimées, pour les enfants, non, les petits-enfants, même les choses inanimées ont un pénis. C'est-à-dire que tout le monde est complet, on va dire, complet pour les enfants. Jusqu'à ce qu'il y ait un jour, Alexandra, bonsoir, où il commence à grandir et à découvrir certaines choses qu'il n'avait pas eu la possibilité de voir. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas préparé. C'est-à-dire que vouloir raconter aux enfants des choses quand eux, psychiquement, ils ne sont pas préparés à recevoir les informations, non, ça n'intervient pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être arriver à une compréhension intellectuelle, mais pas une appréhension, une appropriation de l'information. C'est-à-dire une appropriation de l'information, c'est-à-dire une information qui va les aider à grandir ou les constituer, les transformer. Parce qu'une idée, une nouvelle idée en chacun de nous, c'est une idée qui va nous transformer. Avoir la possibilité. Alors il y a des nouvelles idées qui vont arriver à nous de façon intellectuelle, mais ces idées qui arrivent de façon intellectuelle, en fait, ça ne nous transforme pas. C'est une connaissance, c'est comme être un dictionnaire. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances, je suis comme un dictionnaire, je peux réciter des données. Mais ça ne me transforme pas. Ce qui va me transformer, c'est réussir à m'approprier de ces informations et à transformer ces informations en un savoir inconscient. Et quand ça passe sur le terrain de l'inconscient, là, j'ai la possibilité d'avoir accès à une transformation. Donc le seul organe qu'on va considérer, réellement atrophié dans cette période de constitution, en fait, c'est le clitoris, où on va considérer que en fait, c'est un pénis qui a été atrophié pour la petite fille dans son développement. Que le sentiment d'infériorité est en relation avec le sentiment de culpabilité, mais pas seulement, non, parce que là, on va dire justement l'infériorité, vous voyez, c'est quelque chose qui va être en relation principalement avec la taille, c'est-à-dire que ça provient, que ce sentiment d'infériorité, en fait, vous vous rappelez qu'on avait vu aussi que au départ, les enfants obéissent aux ordres, aux indications, on va dire, des parents, ils obéissent aux parents. Et quand ces parents sont introjectés pour la formation du surmoi dans le moi, du coup, ce que fait le moi, il n'obéit plus aux parents qui sont extérieurs, qui ne sont plus exactement des parents, puisque les autres parents, ils ont été introjectés. Donc le moi va répondre aux sollicitudes du surmoi. Et que c'est le surmoi qui va venir lui dire si c'est bien ou si c'est pas bien ce qu'il fait, et que le moi va répondre en relation aux sollicitudes du surmoi. Et c'est là qu'intervient le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire qu'une fois que c'est constitué dans l'appareil le surmoi. Et c'est là où il va y avoir une certaine bataille entre le moi et le surmoi, bien que dans tous les cas, c'est le surmoi qui gagne. C'est le surmoi qui gagne dans le sens où c'est les figures parentales qui ont été introjectées, c'est-à-dire c'est l'autorité parentale qui a été introjectée. Baby chérie, bonsoir. Donc, le sentiment d'infériorité, comme disait Fetty, et le sentiment de culpabilité sont en général difficilement séparables. C'est-à-dire que on peut penser que le sentiment de culpabilité, non, le sentiment d'infériorité plutôt, c'est le complément érotique du sentiment d'infériorité. Non, le sentiment de culpabilité. Non, bon, on va voir, on va continuer. Et
par exemple, Freud, il va nous donner un exemple, hein, où on va voir, c'est intéressant. Il dit qu'il est habituel, quand une femme, par exemple, qui a eu un enfant ou qui a un désavantage, on va dire, ou un petit handicap, non? Ou parce qu'il est né prématuré, ou parce qu'il y a quelque chose, ou soi-disant qu'il n'est pas comme tout le monde, elle va le compenser, cette situation. La mère va compenser cet handicap qu'elle voit chez son enfant par un excès de tendresse, hein. Mais ça peut être une possibilité qui existe dans la majorité des cas, mais ça peut être aussi d'un autre côté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des mères qui sont très fières et qui vont se comporter d'une façon différente, c'est-à-dire qu'ils vont renier à leur enfant l'amour à cause de ce défaut, à cause de ce défaut, de cet handicap. Et donc, quand l'enfant va grandir, parce qu'il va quand même réussir à grandir dans la majorité des cas et devenir un homme, il va démontrer, Freud va démontrer par tous les moyens avec ses actes qu'il ne pardonne pas le désamour de sa mère. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont bien évidemment, non, marquer le développement de l'enfant et que s'il ne passe pas par une psychanalyse, ben, toute sa vie, il va la passer, non, à ne pas pardonner le désamour de sa mère. Nora, salut. Donc, on va dire par exemple la déformité, la laideur, la faiblesse, l'infériorité sociale, non? Et sont toutes des questions qui sont en relation avec le moi imaginaire, avec cette partie de notre appareil qu'on appelle le moi, hein, et qui est le moi imaginaire. C'est-à-dire avec l'image que le moi a de lui-même. C'est-à-dire que le moi, non, il se juge lui-même. Et comment il se juge? Quelle est la règle qu'il va utiliser pour dire si c'est bien ou c'est pas mal? L'idéal du moi. Et alors c'est là où bien évidemment, Myriam, bonsoir, s'il se mesure avec l'idéal du moi, ben bien évidemment à chaque fois il va perdre parce que l'idéal du moi, non, c'est une formation encore qui correspond, pardon, qui correspond à la toute jeune enfance où les ambitions et les idéaux, non, ne correspondaient pas du tout à la réalité. Donc quand le moi continue à se mesurer à un idéal du moi qui appartient à une autre époque, ben bien évidemment, à chaque fois, il est considéré, non, il perd, à chaque fois, il ne peut pas atteindre ses idéaux. Et Et on va voir que quand on parle de ce sentiment d'infériorité, en fait, ce n'est pas, on parle aussi de complexe d'infériorité, mais en fait, ce n'est pas exactement un complexe, sinon que c'est un symptôme qui va accompagner tous les troubles de la névrose et tous les troubles fonctionnels. C'est-à-dire qu'il va, non, participer, c'est pas quelque chose qui vit tout seul, sinon qui va accompagner d'autres symptômes. Hein. Donc d'un côté, nous avons le moi qui est minutieusement surveillé par le surmoi, parce qu'on ne peut rien cacher au surmoi. Parce que dans cet appareil, non, avec les parents, on pouvait cacher, on pouvait faire des bêtises dans leur dos. Mais avec le surmoi, ce n'est plus possible. Le surmoi, il surveille tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il surveille et que le surmoi, il ne fait pas la différence entre ce que le sujet a fait et ce que le sujet a voulu faire. C'est-à-dire que pour le surmoi, c'est la même chose, que le moi ait désiré faire telle ou telle action, ça a la même valeur pour le surmoi que s'il l'a fait. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il va demander, il va imposer une punition au moi, simplement parce qu'il a fantasmé quelque chose que le moi considère amoral ou non moral, hein, par exemple. Et donc, il va l'obliger à la punition. Non? Et une des punitions, non, c'est le sentiment d'infériorité, non, et de culpabilité. D'ailleurs, le sentiment de culpabilité, on sait qu'il existe, non, quand il y a la punition. Non? Et
Donc vous vous rappelez que le moi, le travail que doit faire le moi, et c'est pour ça que la phrase d'Olivier du départ était intéressante, parce qu'en fait le moi va devoir apprendre à satisfaire tout le monde dans l'appareil. Parce que d'un côté, il y a le surmoi qui le surveille. D'un autre côté, il y a le ça qui veut exprimer ses désirs. Et que le ça, il est des désirs où la morale n'existe pas. C'est-à-dire, il a n'importe quel désir, et en plus, la seule chose qui l'intéresse, c'est de s'exprimer. Donc, il y a le moi qui doit satisfaire le ça d'un côté, qui doit satisfaire le surmoi de l'autre côté, et qu'en plus qui doit donner satisfaction à la réalité extérieure qui peut aussi venir et intervenir. Donc, il va falloir qu'il apprenne à gérer, non, toutes ces tensions et le moi avec lui-même, bien évidemment, non, et avec ses idéaux, je veux dire. Donc, le moi, il a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire, et des fois, ça produit énormément de souffrance, non, cette gestion entre tous ces désirs qu'en fait, il n'arrive pas, que le moi... Parce qu'au départ, le moi, pour les enfants, le moi, il est faible. Il n'a pas terminé sa construction, donc il est faible quand il y a des désirs qui sont trop forts et qui viennent s'imposer au moi. C'est les désirs qui gagnent, c'est l'extérieur qui gagne, et que le moi, non, il va se soumettre. Alors que quand il grandit, le moi va prendre, non, va apprendre et avoir plus de force pour faire face, en fait, aux sollicitudes des différentes instances. C'est pour ça qu'il y en a qui disent comme la vie est difficile. Mais en fait, c'est pas exactement la vie, c'est la vie avec soi-même, la vie avec sa propre instance psychique, avec ses propres instances psychiques qui est difficile. C'est-à-dire que le moi doit reconnaître qu'il a ses faiblesses, non, qu'il a d'un côté les angoisses, qu'il a d'un côté les angoisses morales, qu'il a de l'autre côté la culpabilité, non, le surmoi et les passions, on dit, et les passions du ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail énorme. Non, il y en a qui dépensent énormément d'énergie à essayer de se défendre, et pour essayer de se défendre, ils produisent des symptômes. C'est-à-dire que le symptôme, non, c'est une manifestation d'une défense face à cette gestion qui a eu des difficultés à se faire. Donc c'est pour ça que le travail, comme disait Olivier, le travail de la psychanalyse va entre autres, non, de renforcer le moi, c'est-à-dire que le moi il doit réussir à grandir et à se rendre compte que même s'il n'a pas le pouvoir qu'il aimerait avoir, il a un autre pouvoir, non, et qu'il doit pouvoir déplacer. C'est pour ça qu'on dit que c'est une question d'idée. Quand le sujet pense qu'il doit pouvoir tout contrôler, bah, bien évidemment qu'il va produire plein de symptômes, parce que le moi, il comprend qu'on ne contrôle rien. Donc, mais il peut se renforcer ailleurs. Et comme disait donc Olivier, non, là où il y avait le ça, le moi adviendra. C'est-à-dire qu'il va gagner du terrain sur le ça. Le moi va gagner du terrain sur le ça pour pouvoir faire face aux différentes et arrêter d'écouter le surmoi. Parce que le surmoi, il réclame toujours. Le surmoi, il n'est jamais content. Le surmoi, il en veut toujours plus. Donc, si le moi faible se soumet au surmoi, ben, il reçoit des punitions constamment. Non. Par contre, s'il renforce son pouvoir et il devient plus fort, ben, il va apprendre à laisser parler le surmoi, raconter ses histoires et ne plus s'en occuper autant, par exemple. Et d'un autre côté, donc d'un côté, ça c'est, on a vu un petit peu pour parler de ce sentiment, de ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'infériorité. Et de l'autre côté, il y a ce sentiment d'estime de soi, l'estime de soi. Et que l'estime de soi va être en relation énormément avec notre capacité d'aimer. C'est-à-dire la capacité d'aimer les autres, qui est bien évidemment en relation directe avec notre capacité de nous aimer nous-mêmes. Il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Sadek, salut. D'accord? C'est-à-dire qu'il se donne la main. Quand j'apprends à m'aimer moi, j'apprends aussi à aimer les autres. Quand j'apprends à aimer les autres, en même temps j'apprends à m'aimer moi. C'est-à-dire que on ne peut pas aimer les autres sans s'aimer. Il y a des, on dit aime ton prochain comme toi-même, et alors que la personne ne sait pas s'aimer. Parce que c'est pas s'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre soin de soi, se donner, non, toutes les satisfactions possibles, on va dire toutes les satisfactions possibles
dans l'ordre de la réalisation, c'est-à-dire on ne parle pas de n'importe quel type de satisfaction dans la réalité dans laquelle se trouve le sujet, et que dans tous les cas, il va s'agir d'un travail. Quand on parle d'aimer les autres ou d'aimer soi-même, de s'aimer soi-même, on parle de la réalisation d'un travail. Ce n'est pas se regarder le nombril et de dire qu'est-ce qu'il est joli, qu'est-ce qu'il est joli. S'aimer soi-même, c'est réaliser un travail pour... après, s'aimer soi-même, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles, mais on pourrait dire prendre soin de soi. Mais pareil, prendre soin de soi, c'est quelque chose de particulier, de personnel, plus que de particulier, de personnel. Non, chacun va prendre soin de soi selon, en plus, son entourage. Parce qu'on n'est jamais seul. Prendre conscience, non, ça c'est quelque chose aussi que le moi va devoir apprendre pour renforcer, pour avoir plus de pouvoir. Il va devoir se rendre compte qu'on ne peut pas tout seul et que l'idée d'indépendance que beaucoup veulent, une indépendance affective, etc., en fait, c'est quelque chose qui va les appauvrir. Alors que se rendre compte qu'on a besoin des autres, que les autres sont là, et qu'on peut, en fait, avec la relation qu'on a avec les autres, et on s'enrichit de la relation qu'on a avec les autres. Non, que c'est notre richesse. Nos relations sociales sont notre richesse au niveau de l'énergie psychique. C'est très important, c'est très important. D'accord? Et donc on va voir que par exemple les gens qui disent souffrir d'un manque de confiance en eux, Aïssa, bonsoir, un manque de confiance en eux, ils font référence en général que c'est des personnes qui se présentent un petit peu peureuses, incapables de mener à bien certaines initiatives, de ne pas se considérer estimés par les autres, ils parlent mal d'eux-mêmes, ils ont l'habitude de souligner un petit peu des caractéristiques d'eux-mêmes qui leur sont pas très favorables. Et alors que des traits défavorables, tout le monde, non, Nathalie, bonsoir, tout le monde a des traits défavorables, tout le monde a des défauts, tout le monde. Mais ça dépend de notre manière de regarder. C'est-à-dire, il y a des gens qui regardent que leurs défauts. Alors bien sûr, ils vont dire, je suis nul. Si je ne fais que regarder mes défauts, je suis nul. Non. Donc pouvoir modifier et commencer à se regarder d'une façon différente, non, c'est quelque chose qui va... Donc, on va dire que l'auto-estime, ou ce qu'on va appeler l'auto-estime, c'est l'expression de la magnitude du moi. Hein? C'est-à-dire tout ce que la personne fait, tout ce que la personne réussit, tout le travail que chaque personne fait, ce sont des éléments bien évidemment qui vont servir à agrandir cette estime de soi. Hein? Que toutes les réussites, alors après réussite, pareil, celui qui n'a pas confiance en soi, il va considérer que ce qu'il a réussi, ben non, c'est nul, que c'est des choses que tout le monde réussit, ça vaut pas la peine. Donc ils vont rabaisser en fait leur succès, par exemple, non? C'est-à-dire que ça va être en relation intime, on va dire, ça va être en relation intime avec la libido narcissique. Et vous vous rappelez quand on avait parlé de la libido narcissique, c'est quoi la libido narcissique? Il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que la libido narcissique? C'est une question difficile. La libido narcissique, messieurs, dames, c'est quoi la libido narcissique? C'est moi qui vais devoir le dire. Vous êtes des habitués ou vous n'êtes pas des habitués à Psychanalyse pour tous? Parce que la libido narcissique, en fait, quand on parle de libido, vous vous rappelez on dit qu'il n'y a qu'une seule libido. Donc quand on parle d'une libido narcissique, ça veut dire que la libido, c'est notre énergie psychique. C'est notre énergie psychique qui nous met en relation avec les autres. Tournez vers soi. Merci, Lala. Ok, tournez vers soi. C'est-à-dire c'est l'énergie psychique qui a la possibilité d'aller et venir, d'être en mouvement constant. Quand on parle de libido narcissique, c'est une libido qu'en fait, qui est placée pour une certaine façon, très bien Marie-Laure, qui est passée dans le nombril, non? C'est-à-dire que il reste, pas dans le nombril, pardon, c'est dans le moi, où en fait l'énergie va être bloquée, ou une grande partie de l'énergie va être bloquée dans le moi. Et donc, on va parler de libido, que l'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est la libido qui me met en relation avec les autres. Toutes mes relations avec les autres, non?
avec les autres sont des relations sexuelles, dans le sens où je vais utiliser ma libido pour être en relation avec le poissonnier, la boulangère, avec non, ma belle-mère, avec tout le monde. Suzanne, bonsoir. C'est-à-dire que c'est cette énergie sexuelle que je vais utiliser. Exactement. Donc, quand cette énergie qui doit être en déplacement constant, tout d'un coup commence à s'accumuler dans le moi, Bénice, bonsoir, non? Abdella, s'investir. Donc, quand cette énergie va bloquer, non? Ce qui, ben, comptez sur moi. Et se regarder le nombril. Oui. Puisqu'en fait, cette énergie, elle doit, au départ, elle était dans le moi. C'est-à-dire que cette énergie, elle doit apprendre à sortir. Pareil, une libido qui est toujours dans le moi, c'est quelque chose aussi d'infantile. Hein, que l'enfant, au départ, toute son énergie, elle était bloquée dans sa relation avec sa mère ou dans la relation sur lui-même. Donc après, il y a l'apprentissage à être en relation avec les autres, à faire circuler cette énergie. Parce que cette énergie, elle doit aller... Non, par exemple, quand on va dormir, quand on va dormir, notre énergie, elle revient. C'est pour ça que ce qui est intéressant de notre... C'est-à-dire que pour rêver, on utilise cette libido narcissique pour fabriquer des rêves. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif, la libido narcissique. C'est négatif quand on parle, non, en fait, elle reste bloquée dans le moi. On parle de narcissisme primaire puis secondaire. Oui, on parle d'auto-érotisme, non? Freud, il a dit qu'il n'y avait pas de narcissisme primaire. Il y a un auto-érotisme et que le narcissisme, il est toujours secondaire, puisqu'en fait, on se forme toujours, non, à partir de l'autre. La formation, elle est toujours à partir de l'autre. On ne peut pas se former soi-même. Non, mais il existe un auto-érotisme, non, par exemple, se sucer le pouce. Non, pour les enfants, c'est ce qu'on appelle l'auto-érotisme. Où il n'a pas besoin de l'autre pour obtenir une satisfaction. Donc, si on voit un petit peu les causes, non, qui peuvent intervenir pour ces gens qui parlent justement d'un manque d'estime de soi, ou on va devoir considérer bien évidemment l'amour. Parce que nous dépendons de l'amour. Et nous dépendons de l'amour quand nous sommes tout petits parce qu'il est indispensable à notre survie. L'autre jour, je voyais les enfants, qui sont adorables, ils sont tout petits, les bébés, ils sont adorables, etc. Mais pour se faire aimer, pour qu'on ait envie de s'occuper d'eux, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir envie et que tous les bébés ne sont pas comme ça aussi, non, et attirants. Mais dans la majorité des cas, c'est ça. Et ça nous permet de pouvoir nous occuper d'eux, parce que c'est un travail de s'occuper, comme vous le savez, c'est un travail de s'occuper des enfants. Et donc, s'occuper des enfants, c'est ce que l'enfant va recevoir comme un amour. C'est-à-dire, il va considérer que c'est ça, c'est l'amour. Non, et que c'est par amour que l'enfant va grandir. C'est par amour qu'il va renoncer à ses tendances égoïstes, qu'il va renoncer à ses tendances cruelles. Hein, pourquoi? Pour ne pas perdre l'amour de ses parents. D'accord? Donc, c'est comme ça que, grâce à l'amour, il va grandir. C'est par amour qu'il va grandir. Et non seulement c'est quelque chose qui est indispensable pour les enfants, et que même, Freud il va nous dire, que même dans les cas où il y a eu des parents qui n'ont pas été à la hauteur avec l'amour, qui étaient occupés à autre chose, les enfants, la majorité, ils ont réussi à trouver autour d'eux quelqu'un d'autre qui était capable de les aimer. Pourquoi? Pour pouvoir grandir. D'accord? Donc ça c'est intéressant aussi, cette capacité de l'être humain en disant, bon, ma mère n'est pas tout à fait à la hauteur, elle est occupée avec ses problèmes, mais j'ai trouvé ma tante, ma grand-mère, la voisine, et qui a su m'aimer, et donc j'ai utilisé pour pouvoir grandir. Non? Pourquoi les personnes âgées dépendantes ne font pas comme les bébés? Je ne comprends pas la question. Qu'est-ce qu'elles devraient faire comme les bébés? Être adorables. Ben, il y en a qui le sont. Hein. C'est pas que toutes les personnes âgées ne sont pas désagréables. Il y en a qui sont adorables. Bibi chérie. Donc, nous avons besoin d'être aimés. C'est indispensable et toute notre vie. Mais il faut faire comme les bébés. Il faut se faire aimer. C'est-à-dire qu'il faut être adorable, comme dit Bibi chérie.
comme les enfants qui arrivent, non, à être adorables pour qu'on ait envie de les aimer. Et être adorable, hein, c'est aimer les autres pour les adultes, non? C'est aimer les autres. Donc nous avons besoin d'être aimés et nous avons pour les adultes encore plus besoin d'aimer. Et c'est notre apprentissage, parce que aimer, c'est pas quelque chose non plus qui nous tombe du ciel, c'est pas un sentir, c'est pas un sentiment aimer. Parce que nos sentiments, aujourd'hui je t'aime et demain, bah, je sais plus, je regarde et puis je sais plus si je t'aime. Donc non, aimer c'est non, c'est une action aimer. Alors ce n'est pas faire des bisous, non? Après, il faut se poser la question. On pourra faire un direct sur qu'est-ce qu'aimer. Mais l'amour risque d'empêcher de grandir par peur de ne pas être aimé. Ben non, on va trouver l'amour ailleurs. Bien sûr que non. De ne plus être aimé. Non. Bon, après, il y a des mamans qui veulent emprisonner les enfants. Il y en a qui se laissent emprisonner. Il y en a d'autres, non. Donc elle dit, il faut savoir aimer l'autre pour pouvoir s'aimer soi-même. Exactement. Oh, et à l'inverse aussi, Néléa. Très compliqué le mot aimer. Effectivement, très compliqué le mot aimer. Mais c'est un mot très intéressant. Enfin, c'est un concept ou c'est une idée, hein, qui est très, très intéressante. Parce que si on pense que aimer, c'est un verbe qu'on devrait apprendre, parce que sinon on utilise ce qu'on a appris dans l'enfance. Et dans l'enfance, c'était pour le bébé, c'est pas pour l'adulte, non? Oui, indirect, qu'est-ce qu'aimer? Bonne idée. Ok, bonsoir Sonia. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir grandir, l'enfant a besoin, bien évidemment, et l'adulte, la même chose, c'est-à-dire qu'elle a besoin de confiance, de tendresse, et qui quelqu'un qu'il regarde, on va dire qu'il regarde avec amour, qu'il regarde avec ambition aussi, qui a envie, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a envie qu'on grandisse, on ne grandit pas. C'est-à-dire que si on a grandi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on a utilisé pour pouvoir grandir. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit avoir envie qu'on grandisse. Et qu'en général, non, tous les adultes, vous vous rappelez comment ça s'appelle, dans les tribus primitives, c'était très intéressant parce que ils considéraient, au lieu de dire ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, comme font les parents aujourd'hui, ben non, en fait les enfants appartenaient à tous les adultes de la tribu et tous les adultes de la tribu étaient responsables du jeune. Donc il y avait la maman, non, qui l'avait accouché, non, la maman biologique, mais après toutes les autres jeunes femmes qui étaient là étaient tout aussi responsables du gamin ou de la gamine que la maman. Et alors, bien évidemment, l'éducation devait se faire de façon tout à fait beaucoup plus appropriée, c'est-à-dire que les enfants n'appartenaient à personne, ils appartenaient à la tribu. Et c'était non, quelque chose qui facilitait, parce que quand la maman était fatiguée, quand la maman avait des problèmes, il y avait une autre maman là qui pouvait être utile et qui faisait du bien pour le développement de l'enfant. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Nous sommes devenus tous très possessifs, et donc c'est quelque chose qui n'existe plus. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. C'est-à-dire que si je n'ai pas, au lieu de réclamer de l'amour à une femme qui a des difficultés, hein, pour X raisons, ben, je vais chercher ailleurs. Je vais chercher ailleurs, puisque ce qui m'intéresse de quoi? De me plaindre d'une difficulté de quelqu'un, ou de pouvoir continuer à grandir malgré tout, de pouvoir continuer à grandir malgré tout, hein. Et donc ça c'est quelque chose, bien évidemment, qui va, d'où l'inflation des troubles anxieux. Pourquoi, Vénis, l'inflation des troubles anxieux? Donc, nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin surtout d'aimer. C'est très important. Et que la majorité des gens réclament de l'amour, réclament de l'amour, réclament de l'amour, mais on réclame de l'amour, mais ils n'ont pas vu que de l'autre côté, ben, il faut commencer par soi. C'est-à-dire que pour être aimé, il faut commencer par aimer. Pourquoi on va m'aimer si moi je l'aime pas, hein? Donc, parce que on va voir que c'est pour ça que tout est une question d'amour, c'est-à-dire que quand
je n'ai pas réussi à abandonner certaines tendances égoïstes, non, vous vous rappelez les enfants qui veulent tous les jouets pour eux, etc. Quand j'ai pas réussi à renoncer à mon égoïsme, on va dire, ou en tout cas une partie, non, parce qu'on va être égoïste toute notre vie, et la gale, bonsoir. Donc, bah, je vais avoir des problèmes après pour aimer les autres, si j'ai pas renoncé, non, à certaines parties de mon égoïsme, qui chez l'adulte, il doit considérer qu'il est entouré de personnes, non, que l'adulte, il doit être, se rendre compte qu'il vit grâce à tous les gens qui l'entourent, à tous les gens qui travaillent pour lui, à tous les gens qui participent à la construction de sa vie. Non, être un être humain, c'est considérer la présence des autres et pas vouloir l'éliminer en disant sans les autres, je suis plus tranquille. Non, c'est d'apprendre à vivre avec tous ces autres qui, effectivement, non, sont bizarres. Sont bizarres, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comme moi. Non. Selon Freud, l'amour romantique est souvent le reflet de nos désirs et fantasmes inconscients. L'amour romantique est souvent le reflet de nos désirs infantiles. Parce que inconscient, ça veut dire infantile aussi. D'accord? C'est quelque chose, l'amour romantique, c'est quelque chose d'assez infantile. C'est-à-dire, je dis l'amour romantique dans le sens de ne rien faire, non? De ne rien faire. Voilà l'amour romantique, il doit tomber, comme tomber du ciel, et puis après, on sera content quand il sera là. Donc, d'où l'importance de pouvoir accepter et de pouvoir, même je dis pas seulement accepter, sinon que je dis jouir de cette possibilité de la dépendance que nous avons des autres. C'est quelque chose qui fait partie de notre richesse comme être humain. Hein. Ne l'étouffez pas trop, pas de trop l'aimer. La confiance en soi. Bah, si on l'étouffe, c'est pas de l'amour. Hein. C'est pas trop l'aimer. Non, il y a des gens qui disent ah, regarde, je t'ai donné, je t'ai fait un croche-pied. Ah, mais c'est ma façon de t'aimer. Non, non, c'est pas ma façon de t'aimer. Ça, c'est pas de l'amour. Non, c'est pas de l'amour. C'est une vengeance. C'est de la jalousie, c'est de l'envieux, c'est... non, faut pas tout confondre. Il y a des gens qui disent mais non, mais je t'aime, mais je me suis comporté très mal, mais je t'aime, c'est ma façon... Non, il n'y a pas de façon d'aimer personnelle qui dit que au fond, bien au fond de moi, je t'aime. Ouais, bah, mets-le en surface, s'il te plaît, parce que on voit pas bien, non? C'est qu'il faut apprendre à aimer. C'est pas quelque chose qui vient et qui est facile. Je veux dire facile, non, il y a un travail à faire dans ce sens-là. C'est pas difficile non plus, mais il y a un petit travail à faire. Donc, et pour se protéger contre le manque de confiance en soi, on va dire qu'il va falloir non, pouvoir dépendre des autres. Apprendre à dépendre des autres. Mais pas affectivement, obligatoirement. Ou affectivement, mais de beaucoup de personnes. Pas d'une seule personne. Parce que si c'est d'une seule personne, c'est la maman. Je répète ma situation infantile. Je dépendais en exclusivité de ma maman. Et quand j'arrive à l'âge adulte, je redépends d'une seule personne affectivement. J'ai mis dans cette personne ma maman. Et je répète la situation infantile. Donc, bien évidemment, si tout d'un coup cette personne disparaît, alors j'ai une dépendance affective ou non, j'ai peur que l'autre personne disparaisse, bien évidemment, comme quand j'étais petite et que j'avais peur que ma maman tout d'un coup disparaisse et elle ne revienne plus jamais. Non. Donc, une autre cause du manque de confiance en soi, c'est la capacité de travail. C'est-à-dire le travail, non seulement va être rémunéré avec de l'argent, sinon qu'il va donner d'autres types de satisfaction, bien évidemment. D'accord? C'est-à-dire le fait d'être considéré par ses collègues, le fait de recevoir des remerciements, d'avoir une certaine considération, on va dire, dans le travail. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, et des fois il faut se satisfaire exclusivement non, du salaire qu'on reçoit et de dire, bon, en tout cas, il continue à me payer, et avec ça, je dois me consoler, on va dire, non? Mais d'être content avec soi-même, avec le travail que nous avons réalisé. C'est-à-dire que la réalisation d'un travail, non, c'est les plus grandes sources pour obtenir la confiance en soi. La plus grande source pour obtenir la confiance en soi. Je voulais dire que le passage de l'organisation communautaire à la famille nucléaire peut être anxiogène pour les parents et l'enfant qui n'a pas de substituts parentaux dans l'entourage proche.
Ah, mais là, vous parlez de, non, du phénomène de... Je veux dire que nous, on ne rentre pas dans la description de que... non, on ne rentre pas, on s'occupe de l'appareil psychique. On s'occupe de l'appareil psychique, Bénice. On ne va pas voir comment était décorée la maison, si la maman... non, elle allait travailler, elle n'allait pas travailler, si on ne s'occupe pas de soi. Non, on s'occupe de l'appareil psychique. Et que le travail, parce que le travail est quelque chose qui va permettre, non, non seulement avoir les bénéfices d'avoir fait quelque chose, mais en plus de participer à cette construction sociale. Et que le travail, c'est le seul moyen dont dispose l'homme pour être en relation en fait avec la société, dans le sens où de payer cette dette impayable qui est la dette symbolique. Non, rappelez-vous, nous sommes arrivés dans un monde où il y avait déjà de tout, hein, de tout, plein de choses. Après, je vais critiquer ma maman parce qu'elle n'était pas vraiment bien, etc. Mais regardez tout ce qu'il y avait déjà de construit quand vous êtes arrivés. Nous sommes arrivés, non, nous qui sommes là aujourd'hui, dans un monde où il y avait déjà énormément de facilité sur tous les points. Et donc, continuer à travailler, c'est participer à la construction du monde de demain. Alors, je sais que le monde de demain, c'est pas quelque chose hein, que on nous montre comme il y a encore des courageux qui font des enfants, mais c'est pas quelque chose qu'on nous montre avec un grand idéal, hein, avec un grand avenir. Mais ça dépend aussi de chacun. D'accord? C'est-à-dire que la télévision, non, les médias en général nous transmettent des choses terribles pour nous écraser et nous parler de cette horreur d'être humain que nous sommes. Mais nous ne sommes pas seulement ça. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et même s'ils ne le montrent pas, il faut le savoir, nous sommes beaucoup plus que ces belliqueux qui veulent se disputer, se tuer à tout bout de champ et se disputer, s'insulter, etc. D'accord? Donc la culpabilité inconsciente, bien évidemment, va rentrer en jeu énormément parce que quand le sujet a cet idéal, cette grande exigence sur vis-à-vis de lui-même, en général, il a ce même genre d'exigence vis-à-vis des autres. Et quand nous avons des exigences qui n'appartiennent pas au règne de l'humain, bah, nous allons beaucoup souffrir. C'est pour ça qu'il est nécessaire de commencer une psychanalyse pour rentrer dans le règne de l'être humain, qui est un règne fabuleux, non magnifique, et qui va nous permettre de construire l'humanité, une humanité dans chacun de nous. Et donc, bien évidemment, avec cette humanité, ben, nous allons pouvoir avoir non, la force et les éléments nécessaires pour faire face à ce que la vie va nous présenter. Aimer l'autre pour s'aimer, ou s'aimer pour aimer l'autre, comme vous voulez. Bon, on continue mardi prochain. D'accord. D'ailleurs, si vous avez des sujets, vous voulez ce perfectionnisme et ces exigences, vous voyez, Néléa s'en plaint aussi. Exactement. Non, ce sont des choses, le perfectionnisme, ce sont non, que c'est quelque chose qui n'appartient pas au règne de l'humain. La perfection n'est pas humaine. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir apprendre à mettre de côté, parce que sinon, bah, on se fait mal. On se fait énormément mal. Bon, alors, le sujet de l'amour, s'il vous plaît. C'était quoi le sujet? Ah, apprendre à aimer. Apprendre qu'est-ce qu'aimer. Qu'est-ce qu'aimer? Apprendre à aimer. Ok, mais vous pouvez donner d'autres idées pour voir si je choisis certaines idées. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir participer. Et une autre chose, nous continuons notre cours du dimanche sur l'hystérie et les cas cliniques qui est très intéressant. D'accord, où on a vu l'histoire de plusieurs femmes et de l'analyse qu'a fait Freud sur différents cas d'hystérie et pour voir de quoi on parle aujourd'hui quand on parle d'hystérie. Bon, merci pour votre participation et on continue mardi prochain à la même heure. Donc j'attends vos propositions et puis après je verrai si j'arrive à choisir parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit faisable pour moi.
Et merci à tous et à mardi prochain. Au revoir.